Les experts basket saison 2, épisode 5, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en compagnie, vous en avez l'habitude, de notre consultant sur la chaîne, Ali Traoré. Bonjour mon cher Ali. Bonjour mon très cher Frédéric. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien je me sens très bien, toujours un plaisir de venir parler basket avec vous et pour notre public monégasque. Bien, le plaisir est partagé, on va tout de suite débuter avec le débrief. 4 matchs au programme cette quinzaine Ali, 2 matchs de Betclic Elite et 2 d'Euroleague. On va commencer pour une fois par le championnat puisque ça y est, enfin, la Roca Team est tombée et a perdu un match du côté de Nancy. Tout à fait. Il fallait bien que ça arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé tout simplement ? Oui, effectivement, il fallait bien que ça arrive, avec la répétition des matchs. Notre Roca Team est composé d'êtres humains, donc à un moment donné, il y a des moments où ils vont un petit peu flancher. Après, j'ai commenté le match, donc j'ai pu voir ce qui s'est passé. L'équipe de Nancy a fait un match absolument héroïque. Ils méritent totalement leur victoire. Du côté de la Roca Team, un petit manque de réalisme, beaucoup de paniers faciles ratés. Et malheureusement, une grosse domination à l'intérieur de la part de Nancy, notamment avec Shevon Thompson, qui a fait un chantier absolument monumental et qui a fait beaucoup de mal à la peinture monégasque. Nancy qui est un promu, mais qui est invaincu à la maison. Donc c'était le match piège par excellence. Clairement, il y aura beaucoup d'autres équipes qui perdront à Nancy. C'est très dur de gagner là-bas. C'est l'une des salles les plus chaudes de France. Et les joueurs, ils ont un surplus d'énergie là-bas. Donc quand on est une équipe comme Monaco qui est attendue à peu près partout, sur tous les parquets d'Europe, il faut venir là-bas en se disant que ce sera un combat, et après c'est normal, des fois il y a de la fatigue, il y a un peu un manque de concentration, et c'est tout à fait normal de perdre un match tous les 15 ans. C'est vrai. Une défaite 94-86 avec un 16 sur 28 au lancer franc. Ouais. Pas besoin d'avoir une licence en mathématiques pour voir que finalement, c'était un peu aussi le problème la saison passée, beaucoup trop de points laissés sur la ligne des lancers. Oui, tout à fait. En plus, ce qui est marrant, qui est un peu contradictoire, c'est que cette saison, la saison dernière, le plus gros problème de la Roca Team, c'était les 3 points. Ouais. Finalement, cette saison à 3 points, ça se passe très bien. Mais maintenant, on a un autre problème, c'est les lancers francs. Donc, je sais pas, c'est une équipe un petit peu schizophrène. Il va falloir trouver les causes de ce problème d'adresse au lancer franc. Autre match de championnat plus récent, dimanche face à Nanterre, victoire 91-82, avec les 29 points. C'est rare qu'il y ait des gros cartons dans la Roca Team côté scoring, parce qu'on le sait, tout le monde peut marquer, mais ça marque le retour de Jordan Lloyd. Ah oui, clairement, Jordan Lloyd, qui pour moi la saison dernière était le meilleur joueur de l'équipe. On aurait pu dire Mike James, mais Jordan Lloyd était le plus consistant, et on a vu, dès qu'il était blessé la saison dernière, c'est le moment où la Roca Team a eu un vrai creux au niveau des résultats. Là, il est de retour. Je pense que Sasha Obradovic est très content. Oui. Parce qu'on sait, c'est un joueur qui a cette versatilité extraordinaire. Il peut défendre, il peut attaquer, il peut faire des passes, des rebonds, etc. Donc, ça fait une arme de plus pour la Roca Team, et ça fait un mal de tête de plus pour les adversaires. Est-ce que c'est logique qu'on l'ait vu, entre guillemets, un peu galérer sur les matchs précédents, après comme ça 2 à 3 mois d'absence ? Oui, c'est logique. Il n'avait pas joué depuis du coup la fin du mois de juin avec les finales LNB, où il avait éclaboussé de tout son talent ces finales. Donc au bout de quelques mois, il faut reprendre le rythme. Le basket, de toute façon, c'est un sport où on peut faire autant de cardio qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. C'est en jouant au basket qu'on retrouve le rythme basket. Donc il lui a fallu quelques matchs, quelques entraînements pour retrouver son meilleur niveau. Et on va en avoir bien besoin aussi en Euroleague, où là aussi ça s'est bien passé cette semaine. 2 matchs de victoire. À chaque fois, Monaco avait ce costume de favori, que ce soit à Milan ou face à l'Asvel. Oui. Et à chaque fois, ils ont répondu présent. Effectivement, on l'avait dit, il y a eu un retard au démarrage. On va dire que ils étaient un petit peu dans une petite 4L, il fallait balancer le starter pour commencer la saison. Maintenant, 5 victoires d'affilée face à de belles équipes. Ce qui est intéressant à Milan, c'est que l'équipe gagne en jouant pas bien, avec un score très bas, avec des pourcentages très bas. Donc c'est important de savoir gagner à l'extérieur sans être flamboyant. Et la victoire face à l'Asvel a été très intéressante parce que l'Asvel a fait un gros match aussi. Et Monaco, finalement, a trouvé les ressources pour gagner le match. Donc le statut de favori, de candidat au Final Four est totalement assumé par la Roca Team actuellement. Pour faire un petit focus aussi sur Milan, grosse équipe sur le papier, avec des gros noms, Mirotic, etc. Ils sont qu'à 2-5 pour l'instant sur le début. Qu'est-ce qui ne va pas du côté, pour l'instant, de la Lombardie ? Pour moi, je pense qu'il faudrait commencer à regarder un peu du côté du coaching. Peut-être que Ettore Messina commence à faire un basket un peu daté. On sait que c'est une légende du basket, qui a gagné l'Euroleague plusieurs fois. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il n'arrive pas à tirer le maximum de son roster. Et son roster, c'est un roster XXL, avec des joueurs, des grands noms.
Donc à un moment donné, c'est pas toujours les joueurs, il faudrait peut-être pas en regarder du côté du coach. Ça veut dire qu'aussi à l'Asvel, on l'a vu, il y a eu un changement radical après le départ de TJ Parker remplacé par Podzeko. On a vu le changement là aussi, quoi. Oui, clairement, il y a eu un gros changement, surtout dans l'état d'esprit. Ouais. Comme on l'a dit, il n'avait pas eu beaucoup de temps pour travailler au niveau du basket, mais la première chose qu'il a fait, il l'a dit aussi en interview, c'est de travailler sur l'aspect mental des joueurs, leur redonner de la confiance. Et on sait que le basket, c'est un sport où la confiance est très importante. Donc déjà, au niveau mental, ça va beaucoup mieux. Mais je pense qu'au niveau du basket, ça ira aussi mieux avec le temps. Pour refermer ce chapitre débrief, un mot sur cette série en cours. Vous en avez évoqué une, c'était les 5 victoires consécutives en Euroleague. Mais il y a aussi 7 succès d'affilée, toutes compétitions confondues face à l'Asvel. Ouais. Est-ce que ça commence à être un vrai avantage psychologique, cette série-là, ou pas plus que ça? Clairement, alors j'ai envie de dire qu'il y a eu quand même un grand reset par rapport au fait que Podzeko a changé, a remplacé TJ Parker. On l'a vu, c'était pas les matchs les confrontations qu'on a pu voir avant où Monaco dominait totalement. Là, Monaco a dû s'employer à fond pour gagner le match. Il y avait égalité à 3 minutes de la fin. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle qui s'est lancé avec une victoire de Monaco en premier, mais attention à l'Asvel qui peut piquer quelques victoires dans les prochaines confrontations. Et on va d'ailleurs continuer à parler de ce match de l'Asvel, mais via un autre prisme avec le point d'Ali. Le point d'Ali, vous enfilez régulièrement plusieurs casquettes, mon cher Ali, de professeur d'histoire aujourd'hui, c'est de coach, puisqu'on va évoquer donc cette rencontre face à l'Asvel et parler du fameux post-up. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le post-up? Alors déjà, on va dire pourquoi par rapport à l'Asvel, parce que l'Asvel joue énormément maintenant avec l'arrivée du nouveau coach sur cet aspect du jeu, c'est-à-dire le post-up, c'est mettre le ballon à l'intérieur. Donc le post-up, c'est l'art de jouer dos au panier. C'est-à-dire, on vous donne le ballon dos au panier et après, vous pouvez utiliser plusieurs dribbles pour vous rapprocher et marquer des paniers près du panier. Près du panier, tout à fait. Donc, c'est un art que j'apprécie beaucoup parce que forcément, j'ai fait une carrière dessus. Oui. Voilà, donc ça m'a permis de bien manger. Et voilà, c'est quelque chose de très, très important dans le basket parce que si vous avez une bonne présence intérieure dans le jeu, donc le ballon qui rentre à l'intérieur, vous marquez des paniers à l'intérieur, ça permet après de libérer les shooters car naturellement, les défenses vont revenir fermer la raquette. Et après, les shooters seront ouverts pour pouvoir allumer de loin. Donc voilà, c'est un jeu très important dans le basket. Une tactique donc qui est utilisée par les big men, comme vous à l'époque, comme Donatas Motiejunas, des big men adroits avec leurs mains, mais aussi de plus en plus désormais régulièrement par les ailiers ou même des meneurs et des arrières qui profitent, on va dire, de leur avantage de taille. Oui, c'est super intéressant de pouvoir le faire avec les ailiers, parce que quand on a des grands et costauds, à l'image d'un Alpha Diallo par exemple, ou un Jaron Blossom Game, ou alors même Mike James qui utilise souvent ça face à des meneurs plus petits que lui, ça permet d'avoir une supériorité à l'intérieur et souvent avec les joueurs extérieurs, ça permet de trouver des passes aussi. Oui. Donc s'il y a ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire qu'il y a un joueur plus grand fait un post-up face à un plus petit, forcément les défenses vont venir aider et là du coup ça va ouvrir des possibilités de passes pour les shooters. Alors si on vous écoute, c'est une tactique absolument diabolique. Comment est-ce qu'on la contre justement? Comment est-ce qu'on défend sur un post-up? Déjà il faut être un joueur de post-up dominant, c'est-à-dire quelqu'un qui peut scorer pratiquement à toutes les possessions. Ouais. Donc à partir de là les défenses vont envoyer plusieurs joueurs dessus, donc ça va faire ce qu'on appelle une trappe. Ouais. Et là, c'est la meilleure façon de faire en sorte que le joueur, justement, qui fait le post-up, soit obligé de faire la passe. Donc, du coup, on va enlever sa domination, mais le problème, c'est que ça ouvre des couleurs de passe pour les autres joueurs. Donc, voilà, ça dépend vraiment de la qualité du joueur et la qualité des shooters autour. Est-ce qu'un passage en défense de zone peut être aussi efficace face à ce genre de système qu'on voit le plus souvent sur du homme-homme? Ah ouais, là on va vraiment dans le détail. Oui, mais vous êtes un coach. Alors un passage en défense de zone, oui effectivement, parce que la zone par définition c'est une façon de bloquer la raquette, comme une expression qu'on peut utiliser dans le football, c'est-à-dire mettre le bus devant le but. Et voilà, la zone, c'est ce but-là. Et donc oui, forcément, c'est très compliqué de post-up sur une zone, donc forcément c'est une façon de le contrecarrer. Voilà toutes les explications de professeur Traoré. Tout à fait. On passe à la question du jour. La question du jour, Ali, consacrée au basket féminin aujourd'hui, puisqu'il y avait 2 matchs ces derniers jours concernant cette fenêtre de qualification pour l'Euro 2025 avec l'équipe de France. 2 victoires d'abord à Poitiers, 71-49 face à la Lettonie, puis un gros carton en Irlande, 100-48. Cette équipe de France qui a bien sûr, comme toutes les équipes de France, un gros événement à venir l'été prochain, en 2024, les JO. La question, elle est simple, est-ce que cette équipe peut aller décrocher une médaille à Paris ?
Alors oui, totalement. Hein, et alors, au-delà d'une médaille à Paris, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ces 2 matchs face à l'Irlande, c'est que l'entraîneur Jean-Yves Toupane a décidé vraiment d'impliquer les jeunes, parce qu'il y a une très forte génération qui arrive, notamment Janelle Salin, notamment Maya Hirsch, etc. Et là, c'est vraiment les jeunes qui ont eu du temps de jeu. Et c'est une façon de préparer les Jeux Olympiques, parce que je pense qu'il pourra faire un bon mix entre les anciennes, voilà, qui sont, vous connaissez, hein, les anciennes, les Gruda, etc., et les jeunes, et je pense que ça rendra l'équipe beaucoup plus forte, et clairement, la France est un candidat à une médaille aux Jeux Olympiques. Lors des derniers Jeux déjà, il y avait eu cette médaille de bronze, la même couleur lors du dernier Euro qui a eu lieu en juin dernier. Ça veut dire qu'il y a déjà des bases solides sur lesquelles on peut s'appuyer et construire quelque chose. À l'image d'un club où, par exemple, on le dit souvent, en Euroleague, c'est important d'avoir de la continuité. Oui. Ben, là, il y a de la continuité. Il y a le même groupe auquel on rajoutera du 109. Et il y a de l'expérience aussi, c'est très important. Hein. Donc, c'est l'expérience des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir aussi progresser sur d'autres aspects, on va dire l'aspect tactique, pour pouvoir espérer une nouvelle médaille. Vous parlez de 109, il y a notamment une arme presque ultime qui n'a pas été utilisée lors du dernier Euro, c'est Marine Johannes. Tout à fait. Qui est très adorée du côté des États-Unis pour son style de jeu, forcément, qui est sympa à avoir joué jusqu'à temps des trucs. En Europe aussi, mais c'est vrai que du côté des États-Unis, ça avait fait parler, car ça avait malheureusement empêché Marine, via le petit problème avec la Fédé, de participer à l'Euro. Il faut absolument la réintégrer. Il faut absolument la réintégrer, effectivement. Moi, je pense que c'était un quiproquo qui n'avait absolument pas lieu d'être. C'était une tempête dans un verre d'eau. Donc, j'espère que maintenant, ils ont pu discuter et trouver un terrain d'entente pour que Marine Johannes puisse revenir en équipe de France et nous ramener vers une belle médaille. On rappelle l'histoire, hein, c'est tout simple. Elle devait signer du côté de la WNBA, la NBA version féminin. Elle a demandé une dérogation pour aller signer aux États-Unis. Elle a donc raté un camp d'entraînement avec l'équipe de France. La Fédé a refusé de lui donner cette dérogation. C'est absolument lunaire, mais bon, voilà, le mal est fait et il va falloir passer à autre chose. Vous parlez de la jeunesse, on parle souvent de l'axe 1-5 en basket. Tout à fait. En équipe de France, on a Marine Fotoux et Iliana Rupert qui se trouvent les yeux fermés. C'est important d'avoir justement cet axe pour la suite. C'est marrant, elles sont de la même génération, elles ont grandi ensemble, elles ont fait l'INSEP ensemble, même année. Donc oui, c'est important dans le basket, dans n'importe quel basket, que ce soit féminin ou masculin, cet axe, c'est la colonne vertébrale d'une équipe de basket. Un bon meneur et un bon pivot. Après, Iliana Rupert et ses cartes à 3 points, c'est un peu spécial. Mais effectivement, franchement, on a vraiment du matos. Hein. Là, vous me parlez d'elle, mais il y a tellement de noms. Et effectivement, d'avoir un axe aussi fort, ça va être l'une des forces de l'équipe de France. Avant de terminer cette émission, un mot sur les garçons, puisque aussi il y aura donc la même échéance forcément. Et là, il y a une grosse claque à effacer, parce que le dernier mondial a été une catastrophe. Comment on se relève? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, d'ici quelques mois, être performant à domicile? Il faut une grosse remise en question, hein, clairement. Alors peut-être que cette claque peut être un mal pour un bien, parce que peut-être que l'équipe de France a été dans une routine. Il ne faut pas l'oublier non plus qu'ils font des médailles à chaque compétition maintenant. C'est devenu normal. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un petit peu de boulard. Et une bonne claque sur le visage, ça peut remettre les idées en place. Donc remise en question, que ce soit au niveau du coaching, au niveau des joueurs, etc. etc. Et après, concurrence. Hein. Là, cette année, moi, je prône la concurrence. En prépa, on ramène tous les meilleurs joueurs. Et après, voilà, ça se castagne et les 12 meilleurs, ils partent aux Jeux Olympiques, c'est tout. On termine par la question Jean-Michel Prono. Pour l'instant, vous êtes excellent sur Victor Wembanyama. Il est pile dans vos stats pour l'instant en NBA. Du coup, les Jeux Olympiques, équipe de France féminine et masculine, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, vous me posez des questions terribles. Je sais, mais c'est mon but. Allez, féminine, je vois argent parce que de nos jours, c'est absolument impossible de battre l'équipe américaine. L'équipe américaine masculine a eu quelques déconvenues, mais là, s'ils nous ramènent vraiment du gros matos, honnêtement, je ne vois pas rater l'or. Donc, allez, argent aussi pour la France. Double argent. Double argent. Mais j'aime bien. Voilà. Je valide ces 2 médailles pour l'équipe de France. On se donne rendez-vous l'été prochain. Entre-temps, on se sera retrouvés un petit peu plus souvent pour regarder si vous avez raison ou pas. Merci beaucoup, mon cher Ali. Merci à vous. Combien de matchs cette semaine, la classique au 5. commentaire? J'ai 5 matchs cette semaine. Donc je vais rentrer chez moi et faire mes fiches. La fourchette haute. Exactement. Travaillez bien et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts Basket.